Dans cette vidéo, nous allons révéler où se trouve l'Arche d'Alliance. Mais auparavant, il nous faut expliquer ce qu'elle est. L'Arche était un coffre très spécial. C'est Yahvé qui en avait demandé la construction. Yahvé était un Elohim, un être décrit dans la Bible comme ayant toutes les caractéristiques humaines et dont l'origine pourrait être exogène. Il avait donné toutes les caractéristiques de l'objet, un coffre en bois d'acacia avec des dimensions précises, plaqué or à l'intérieur et à l'extérieur. Le couvercle ou propitiatoire était surmonté de 2 chérubins, en or eux aussi. L'arche contenait les 2 tables de la loi, gravées des 10 commandements. Elle était adorée par les Hébreux comme l'incarnation de Dieu lui-même. Elle fut pendant longtemps la clé de voûte de la religion juive. La seule intention du roi Salomon, en bâtissant le temple de Jérusalem, était d'abriter l'Arche d'Alliance. On perd sa trace à une date comprise entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, sans que l'on ait la moindre indication sur les circonstances de sa disparition. Les sources bibliques ou archaïques prêtent à l'arche des pouvoirs extraordinaires. Quand elle était active, elle brillait de feu et de lumière. Elle émettait de la nuée, une sorte de fumée. Un certain jour, on transportait l'arche en présence du roi David et de toute la maison d'Israël. Le coffre était posé sur un char tiré par des bœufs. À un moment donné, le char s'inclina sous l'action des animaux. Alors un certain Uza, croyant bien faire, étendit la main vers le coffre et le saisit. Il fut foudroyé instantanément et tomba mort. Cet accident frappa tellement le roi David qu'il refusa ensuite d'emmener l'arche chez lui. Au dire du rabbin Moshe Levin, l'arche d'alliance peut être considérée comme un condensateur électrique. Elle était constituée d'une couche de matériaux isolants, le bois, entre 2 couches d'un métal conducteur, l'or. Elle pouvait ainsi émettre un courant électrique. De fait, les grands prêtres devaient porter des vêtements spéciaux quand ils l'approchaient, faute de quoi ils risquaient leur vie. Quand on transportait l'arche, on la couvrait de 2 épaisseurs de tissu et d'1 épaisseur de cuir, des matériaux isolants. Lorsque Moïse voulait recevoir les directives de Yahvé, il se rendait dans la tente du tabernacle, là où l'arche d'alliance avait été déposée. Il se tenait devant le coffre, et alors il entendait la voix de Yahvé qui lui parlait. Il voyait son image à partir de l'arche. C'était donc une communication son et image. Mais c'était aussi une communication émettrice-réceptrice, parce que Moïse et Yahvé se dialoguaient. C'est la Bible qui le dit lorsqu'elle est correctement traduite et comprise. Aujourd'hui, on utilise couramment un téléphone portable pour entrer en communication avec n'importe qui, n'importe où sur la planète. On peut ainsi dialoguer en visio avec des applications comme Skype, Messenger, WhatsApp. Cela devrait nous faire réfléchir concernant l'arche, parce qu'on ne peut plus croire que cet objet tenait son pouvoir de quelque chose de magique ou de spirituel. Il faut plutôt penser qu'elle était une machine de haute technologie. Un jour, 250 Israélites de renom contestèrent la gouvernance de Moïse et du grand prêtre Aaron. Yahvé demanda alors à ces derniers de s'écarter du groupe, et un feu jaillit de l'arche et consuma les 250 contestataires. Le coffre sacré était apporté sur les champs de bataille, donnant invariablement la victoire aux Hébreux. C'est ainsi que se déroula la majeure partie de la conquête de la terre promise. D'après la description d'une bataille, l'arche émettait d'abord une sorte de plainte, puis se soulevait de terre pour se jeter sur l'ennemi stupéfait. Les hommes de Moïse bénéficiaient ainsi de l'avantage de la surprise. Elle fit un miracle lorsque les Israélites eurent besoin de traverser le Jourdain. Les porteurs s'approchèrent du fleuve. Dès qu'ils eurent les pieds dans l'eau, celle-ci s'arrêta de s'écouler et le peuple put franchir le fleuve tranquillement. Le pouvoir de l'arche se manifesta ensuite lors de la prise de la ville de Jéricho. Yahvé demanda à Josué que l'armée avec les prêtres portant l'arche fasse le tour de la ville. Ceci se répéta pendant 6 jours. Le 7e jour, le cérémonial se reproduisit et les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Le peuple entra et saccagea tout. On le voit par ces péripéties essentiellement racontées dans la Bible, l'arche d'alliance est associée à des événements hors du commun.
Dans le passé, on pensait qu'il s'agissait de l'expression de la volonté de Dieu. On croyait que les pouvoirs de l'arche étaient dus à des miracles d'origine spirituelle. À notre époque où l'utilisation d'un ordinateur est banalisée, à notre époque où on utilise couramment des machines sophistiquées, dont on n'aurait même pas imaginé l'existence il y a encore quelques décennies, et ce dans toutes les activités humaines, eh bien, la saga de l'Arche d'Alliance s'est éclairée d'un nouveau jour. Encore une fois, il faut penser que cet objet était une extraordinaire machine de haute technologie. Cet objet fascinant a-t-il définitivement disparu de la circulation, ou le retrouvera-t-on un jour? C'est en France que nous retrouvons sa trace, dans le salon de Vénus du château de Versailles. Sur les voussures est et ouest, on peut voir un coffre et son couvercle, qui sont particulièrement recouverts par deux tableaux, un carré et l'autre circulaire. De jeux de mots sont des messages, puisque le mot carré est inclus dans arche, et le mot cercle est inclus dans couvercle. Il y a donc un coffre ou arche qui est caché. D'autres éléments précisent qu'il s'agit bien de l'Arche d'Alliance. D'un côté, on voit deux chars superposés qui s'élancent, comme si un char en cachait un autre. On a en quelque sorte l'alliance de deux chars. Ce mot est quasiment une anagramme de arche, ainsi que du verbe cacher. En face, on a un tableau représentant le mariage d'Alexandre le Grand. Or le mot « alliance » est anciennement un synonyme de mariage. Selon la coutume des Macédoniens, les deux époux partagent un morceau de pain. Alexandre entend un morceau à son épouse Roxane, mais il y a une illusion d'optique, comme si l'homme passait une bague au doigt de sa femme. Il est donc question d'une alliance, c'est-à-dire de l'anneau de mariage. En résumé, on a l'arche sur la voussure est et l'alliance sur la voussure ouest. Ceci pour nous indiquer que c'est l'arche d'alliance qui est codifiée. Aux deux autres côtés, nous retrouvons des chars, celui du roi Nabuchodonosor II et celui du roi Cyrus. Ces deux monarques perses ont probablement été liés au destin de l'arche d'alliance. Nabuchodonosor a pris par la force la ville de Jérusalem. Il a volé tous les trésors du temple, il a même fini par détruire le temple, et il emmena tous les Juifs en déportation à Babylone. Cyrus va écraser l'empire établi par Nabuchodonosor. Il va être magnanime avec les Juifs, il leur restitue leurs objets précieux et les laisse repartir à Jérusalem. Et un nouveau temple va être construit sur les fondations du premier. Il devient alors explicite que l'Arche d'Alliance a disparu. Les allusions discrètes dans le salon de Vénus laissent entrevoir qu'entre les destructions de Nabuchodonosor et la nouvelle donne permise par Cyrus, les bâtisseurs du château de Versailles étaient tout à fait au courant de ce qu'était devenu l'Arche d'Alliance. Cela nous amène à un triangle créé sur la carte de France par 3 châteaux du roi François Ier, Chambord, Fontainebleau et Villers-Cotterêts. La ligne oblique est inclinée à 45 degrés, l'angle est ouvert à 45 degrés. Le sommet de l'angle est posé sur la basilique Saint-Remi de Reims, Reims étant la ville royale par excellence. C'est le triangle Chambord-Reims-Chambord. Les premières lettres de ces noms reconstituent le mot arche. On peut se demander si cet angle cartographique ne recèle pas la localisation de l'Arche d'Alliance. Voyons cela. Nous allons vous révéler l'existence d'un extraordinaire code secret. Il est basé sur le nombre 13, ou 1,3, ou 130. Il a été inséré dans le concept architectural, par des gens qui savaient tout à fait où est cachée l'arche, et qui nous transmettent le message. Ce nombre 13 est un catalyseur, une clé de chiffrage. Ici, tout est étayé, démontré, et incontestable. Attention les amis, soyez attentifs. Détendez-vous. C'est parti. Autre chose, entre la basilique Saint-Remi et le château de Chambord, il y a exactement 260 km, soit 2 fois 130. Le plan du donjon de Chambord est basé sur un grand carré de 25 cases.
C'est une allusion au carré magique de 5. Dans ce type de carré, les sommes des lignes, colonnes et diagonales totalisent toujours 65, c'est la moitié de 130. Le nombre 13 est au milieu du carré. La somme des deux nombres en symétrie autour de cette case centrale fait toujours 26, c'est 2 fois 13. C'est maintenant qu'il faut revenir à l'angle cartographique pour présenter un village qui va se révéler être d'une grande importance. C'est le village qui se trouve sur la ligne horizontale au milieu. Il s'appelle Fénieux. Il est en relation particulière avec le château de Chambord, puisqu'une ligne qui part de Chambord et va jusqu'à Fénieux fait 130 km, phi étant le nombre d'or. À l'époque de la Renaissance, on n'avait pas de carte précise et l'unité de mesure kilomètre n'était pas censée exister. L'explication la plus plausible aux anachronismes constatés, c'est qu'une civilisation extérieure a participé à la mise en place ésotérique en apportant les connaissances nécessaires. Il convient de se demander si le grand secret ne se finalise pas à Fénieux. Sur l'axe oblique, les mots Chambord, Fontainebleau et Reims totalisent 26 lettres. Sur l'axe horizontal, les mots Reims et Fénieux totalisent 13 lettres. Comme on le constate, le module 13 a été mis en place, préparé, harmonisé au sein du concept architectural pour porter un grand message à plusieurs facettes, un message qui mène à Fénieux. Les éléments qui suivent vont le confirmer. Au deuxième étage du château de Chambord, nous découvrons des lettres F au plafond. L'un d'entre eux est à l'envers. Pourrait-il indiquer le village de Fénieux ? La distance qui le sépare du centre du donjon est de 16,9 mètres, c'est-à-dire 1,3 x 13. Considérons le plan du donjon avec sa grille. Si chaque case est définie par ses coordonnées lignes et colonnes, le F inversé se trouve à la première ligne et à la troisième colonne. On a les coordonnées 1 et 3, c'est-à-dire 13. Encore, le code 13 est maintenant rattaché à la lettre F, initiale de Fénieux. Regardons maintenant la façade du château, plus précisément la partie nord-est, orientée vers Fontainebleau et Reims. On voit les lettres F, R, F écrites sur une lucarne et une cheminée. Même si l'on nous dit que cela signifie François, roi de France, les inscriptions sont énigmatiques. Elles se réfèrent aux localités de l'angle royal, à savoir Fontainebleau, Reims, Fénieux. F, R, F. Il existe donc une insistance qui est portée discrètement sur la lettre F. Cela doit être une allusion à Fénieux, F pour Fénieux. Le plus plausible, c'est qu'il y ait quelque chose de caché là-bas. Mais quoi exactement ? Qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance ? Parmi les chapiteaux du grand escalier de Chambord, nous trouvons celui-ci. Il montre un coffre porté avec des barres et surmonté de 2 chérubins. C'est là une représentation banalisée de l'arche. L'église Saint-Roch de Paris attire notre attention. Elle contient la plus remarquable copie de l'arche dans un monument français. Une ligne qui part de ce coffre et vient toucher le cœur du village de Fénieux mesure 61,8 km. C'est 100 fois l'inverse du nombre d'or. Venons-en au double alignement ultime de cette affaire. La cathédrale de Chartres est une des rares à représenter l'Arche d'Alliance. Notons que le mot arche est contenu dans Chartres. Nous amarrons 2 lignes sur la croisée du transept. À l'autre extrémité, une ligne arrive sur l'église de Fénieux. L'autre ligne vient toucher la grotte de ce village, qui est une ancienne carrière de pierre. 2 surprises formidables nous attendent. À Versailles, une ligne passe au milieu des jardins, l'autre passe en plein sur le château. Dans la chapelle royale de Versailles, on trouve plusieurs représentations de l'arche. Le trésor du temple est notamment placardé sur les 2 principaux panneaux du sanctuaire. S'ajoute à cela le fait que le grand axe de Versailles pointe exactement vers Jérusalem, donc exactement vers l'ancien temple de Salomon, là où avait été déposée l'arche. Il est facile de comprendre que Fénieux est le lieu de résidence actuel du coffre de Yahvé. L'Arche d'Alliance est associée à l'élément feu, tandis que Fénieux est le village du feu, parce que ce nom peut se décomposer en feu plus igne. Ce qui est igné est relatif au feu. Ce fabuleux dossier met en scène un faisceau de correspondances qui ne peuvent en aucun cas être le fruit du hasard.
La conclusion de toute cette affaire, ce sera la réapparition de l'Arche d'Alliance, de façon publique. Mais où est-ce que nous allons la trouver? Eh bien, à Feigneux, un signifiant petit village de 400 habitants. Le seul point de repère là-bas, c'est l'église. C'est là qu'il faudra tourner nos regards et nos investigations. Nous irons chercher l'Arche d'Alliance sous l'église, à 13 mètres de profondeur. Nous serons alors au début d'une nouvelle civilisation. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, c'est important pour soutenir la chaîne.